Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur l'espace conférence du Paris Coffee Show 2022. Je vous remercie d'être présents pour cette conférence, pour cette table ronde qui sera consacrée à la formation et à l'insertion dans l'univers du café. Et nous aurons le plaisir de découvrir deux très belles initiatives aux côtés de mes trois invités ce soir, que j'ai le plaisir de vous présenter. Donc d'abord Juliette Villard de l'Université du Café. Bonjour, bonjour. Nous avons à tes côtés, Juliette, Benjamin Salem de Change Please. Bonjour à tous. Et à tes côtés, Benjamin, nous avons Cédric Denis qui a bénéficié de la première promotion de l'Université du Café, dont tu nous diras plus, dont tu nous en diras plus, Juliette, très vite. Bonjour. Moi, je suis Séverine Pertaïs-Rosset, je suis cofondatrice de monpetitbusiness.com, organisme dédié à la formation des porteurs de projets de concepts de coffee shop, salon de thé et plus globalement de concepts dans l'univers du café. Je vais commencer par te donner la parole, Juliette, pour nous dire un peu qu'est-ce qui a été à l'origine du projet L'Université du Café, dont tu vas nous parler un peu plus après. Oui, bonjour, ravie d'être là, merci pour l'invitation. Alors, l'Université du Café est née d'un double constat. D'abord un constat social, le fait qu'il y a un grand besoin de formation et de travail qualitatif en prison. Donc nous, on intervient en milieu carcéral. On a mis en place un atelier de torréfaction et un laboratoire barista au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et on remarque, les chiffres sont assez frappants. Il y a environ 60% de la population carcérale qui, à sa sortie, récidive. Et les grands facteurs qui sont liés à cette récidive, c'est un manque d'opportunités, des difficultés pour s'en saisir. Et de là est né le projet de proposer des formations qualifiantes, certifiantes, qui soient ludiques et qui donnent un peu envie. Et donc j'ai fait la rencontre de Jamel Bensalah, qui est un producteur, réalisateur de films en 2019, qui a eu cette idée-là quand il a ouvert son coffee shop dans son cinéma au 7 Batignolles, où il s'est rendu compte qu'il avait des difficultés pour embaucher des baristas. Et il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a ce métier-là qui est un beau métier, qui peut ouvrir sur différentes branches dans le secteur large du café. Pourquoi pas proposer ces formations-là à des personnes qui peut-être n'ont pas eu les mêmes opportunités que tous et qui ont besoin d'un coup de pouce pour se relancer. Et moi, à l'époque, je travaillais pour une association milieu carcéral. Et donc, on a monté un projet pilote à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis en août 2019. On a formé 4 femmes. Et on était en partenariat avec la Claque Café, qui nous suit toujours, qui est là depuis le début. Et petit à petit, on a développé le projet et on est arrivé à la torréfaction. Ok. Donc, pour résumer, l'Université du Café, c'est une association qui, par la formation dans l'univers du café, va aider à la réinsertion des personnes détenues. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc Okay. L'idée originale, c'était de proposer une formation barista à des personnes qui étaient en situation de difficulté sociale économique, qui avaient peut-être arrêté l'école tôt. Et il se trouve que en détention, la population carcérale fait souvent face à ce genre de difficultés. C'est des personnes qui ont eu des parcours de vie un peu cabossés parfois, souvent émaillés de traumatismes. Et donc l'idée est née de là, de proposer donc ces formations en détention. Et petit à petit, le projet a germé, s'est développé. Et l'idée aussi de proposer non seulement des formations barista, mais aussi des formations de torréfaction est née. Donc il y a notre maître torréfacteur Ivan Alfaro qui nous a rejoints pour mettre en place cette torréfaction.
Et donc, en plus de la torréfaction formation, on commence petit à petit à mettre en place notre activité de production. Donc, on commence à produire du café, le café fleuri. C'est un café qui est entièrement torréfié, conditionné, emballé, étiqueté dans notre atelier par les personnes qui font partie du parcours. Ce sont les opérateurs, voilà, qui sont des personnes qui se lancent. Les opérateurs sont donc les bénéficiaires de ce programme en détention, c'est ça? Tout à fait. Okay. Donc on est une association avec un statut de structure d'insertion. Donc c'est un agrément qui nous est donné par le ministère du Travail. On a signé une convention avec le ministère du Travail et le ministère de la Justice comme on intervient en détention. On est fixe en détention. Et il est impossible de salarier une personne détenue. Légalement, ce n'est pas possible. Ce qui fait que donc, ce serait, si on était une structure d'insertion de droit commun, des salariés en insertion. Et là, ce sont des opérateurs en insertion. Okay. Voilà. Et on a la chance d'être accompagné par Cédric, qui est là aujourd'hui, qui a bénéficié de la première promotion, qui a essuyé des plâtres avec nous aussi. Et donc, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui, Cédric, pour témoigner avec nous. Oui. Bah, écoute Juliette, je te remercie aussi. Merci. Cette formation a été très forte pour moi. Donc au niveau de ma réinsertion carcérale. Est-ce que tu peux parler un peu plus dans le micro? Un tout petit peu plus près? Oui. Tout le monde m'entend? Donc voilà, donc Juliette est arrivée à Fleury-Mérogis en me proposant une formation torréfacteur barista. Je ne savais pas quoi faire exactement de mon incarcération et je l'ai optimisé au maximum grâce à l'aide de Juliette, de tous les intervenants, de Emmanuel qui est ici pas loin, de Iva qui est mon maître torréfacteur. Il y a aussi José Daniel quelque part. Et voilà, ça a été une grande expérience pour nous. On était la première promotion, on était 3. On a rencontré une paire de galères. Ouais, c'était les premiers prémices. Parlera, ouais. Et aujourd'hui, je me présente devant vous. Je suis venu au Paris Coffee Show, tout simplement parce que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision de voir les choses. Au tout début, moi, j'avais un BEP cuisine, hôtellerie et œnologie. Donc j'étais déjà dans les prémices du vin, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, je me suis perdu en travaillant en intérim et en étant en usine, comme tout le monde le ferait, juste pour gagner de l'argent. Et cette formation-là, avec plusieurs personnes qui sont d'ailleurs là derrière la deuxième promotion, on a pu réussir à faire une passation. Ça a été enrichissant dans tous les sens du terme. Et si aujourd'hui j'ose prendre le micro devant vous, avec beaucoup de trac, c'est ni plus ni moins parce que j'ai envie de continuer à avancer dans ce métier. Et pourquoi pas développer énormément toutes les compétences et continuer justement à parfaire la torréfaction surtout. Voilà. Merci. Merci beaucoup Cédric. Alors, on sent qu'il y a quelque chose. Bon, déjà, merci pour ce témoignage qui est vraiment émouvant et qui donne envie d'aller plus loin dans ce type d'initiative. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial autour du produit du café qui permet de valoriser les personnes bénéficiaires de ce type de programme. Donc, Benjamin, tu ne nous en as pas encore dit beaucoup sur ton initiative, mais déjà, j'ai envie de te demander, par rapport aux personnes que vous accompagnez, donc dans d'autres modalités que l'Université du Café, est-ce que c'est un produit spécial qui va particulièrement être à la bonne place pour aider à l'insertion ou à la réinsertion, en tout cas? Alors, j'ai un peu le trac aussi, donc je te rejoins là-dessus. C'est clairement un produit spécial. Ce qui est intéressant à travers le café, c'est surtout que c'est... hormis le produit, c'est un beau métier. C'est un métier d'artisanat, c'est un métier noble. Et ça permet, quand on fait de l'insertion à travers le travail, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas forcément, je ne sais pas comment dire ça sans dévaloriser, mais c'est-à-dire qui ne sont pas forcément valorisants pour les personnes.
Et le métier de barista est un métier qui permet vraiment de mettre en valeur ces personnes. Ça leur permet notamment de... En fait, le café, du coup, pour revenir sur le produit cette fois-ci, le café est vecteur de lien social. On prend tous un café pour parler avec... Enfin, on parle avec les gens autour d'un café. Et du coup, c'est assez naturel que des personnes qui ont besoin de retrouver ce lien social qui avait été souvent perdu le fassent à travers le métier du café. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Et surtout, enfin voilà, ce lien social, ça leur permet vraiment de reprendre confiance en eux, de retrouver de la discussion, de pouvoir parler avec des gens et de pouvoir à nouveau en fait se sentir comme monsieur ou madame tout le monde et ne pas se sentir exclu du cadre un peu traditionnel. Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton action au sein de Change Please, qui n'est contrairement à l'Université du Café, qui n'est pas une association, mais une entreprise d'insertion, c'est bien ça? Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Ouais. Alors, donc Change Please, juste pour la petite histoire, ça a été créé en 2015 en Angleterre. Le fondateur, en fait, pour la petite anecdote, mais il voyait tout le temps des personnes à la rue qui souvent mendiaient avec un gobelet de café. Et il s'est dit en fait, mais pourquoi est-ce que du coup on n'utilise pas ce produit pour permettre à des personnes de sortir de la rue? C'est-à-dire que tout le monde boit du café, enfin tout le monde, la grande majorité des gens boivent du café. C'est la seconde boisson la plus bue sur Terre. Et du coup, pourquoi ne pas faire en sorte que tous ces cafés bu puissent aider des gens à sortir de la précarité? Donc ça, c'était le constat initial. Et du coup, ça s'est lancé en 2015 en Angleterre et ça fonctionne très bien. Et donc maintenant, on développe le concept en France. Donc nous, on est une entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on emploie des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc qui viennent de parcours difficiles, comme l'a dit Juliette, qui viennent de parcours un peu cabossés. Donc ça peut être des personnes qui sortent de la rue, ça peut être des personnes qui sont dans des centres d'hébergement, des personnes qui sortent de prison aussi également. Et donc du coup, on les emploie, on les forme et on les accompagne pour qu'ils puissent lever leurs freins socio-professionnels, c'est-à-dire ça peut être des freins vis-à-vis du logement, ça peut être des freins psychologiques, ça peut être des freins parce qu'ils n'ont pas les codes de l'entreprise. Et donc du coup l'idée c'est de pouvoir les former et les accompagner pendant une période de 6 mois à 1 an et de leur donner une expérience professionnelle en tant que barista. Je me suis un peu perdu dans mon raisonnement. Mais donc voilà, on les forme, on les emploie et ensuite on les oriente vers des cafés ou des restaurants ou des métiers du service partenaires. En fait, on est vraiment... Le but d'une entreprise d'insertion, c'est d'être un tremplin vers l'emploi. C'est la dernière étape avant un emploi stable pour des personnes qui sont en train de retourner vers de la stabilité et une place dans la société. Donc concrètement, chez Change Please, tu parles de services. Il me semble que vous produisez aussi du café. Vous êtes à différents moments de la filière. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'entreprise d'insertion? Et quel est le modèle économique, je dirais, de cette entreprise? Alors, donc, pour le moment, le modèle économique principal, c'est qu'on vend du café en grains à des entreprises et que si les entreprises sont suffisamment grandes, on leur vend également des prestations de barista. Donc aujourd'hui, on a 7 postes de barista dans des entreprises et l'idée, c'est que sur ces postes, on puisse placer des personnes en insertion avec des baristas professionnels, de telle sorte qu'après leur formation, elles puissent bénéficier d'une expérience valorisante, d'une expérience remobilisante aussi, du coup sur ces stands de café. Donc le modèle économique, c'est la vente de café en grains, la vente de prestations de café. Et donc pour le moment, on s'adresse surtout à des entreprises, mais on aimerait bien l'an prochain, si tout se passe bien, pouvoir aussi ouvrir nos propres cafés pour pouvoir accueillir du public externe également. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous travaillez pas exclusivement avec un public de personnes détenues. Vous savez être des personnes éloignées, en situation de grande précarité. Hein. Mais il y a quand même un lien entre vos deux activités parce que je crois que vous travaillez beaucoup en réseau de partenaires. Et il y a eu, d'ailleurs par le passé, assez récemment, un lien entre vos deux activités. Est-ce que Juliette, tu veux bien nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille avec des personnes qui sont incarcérées et qui sortent de prison. C'est ce qu'on appelle la réinsertion. Et l'insertion, c'est un petit peu plus large. C'est toute personne qui est, pour une raison ou une autre, est éloignée de l'emploi.
Et on a eu l'occasion de travailler ensemble. Excuse-moi, donc réinsertion, c'est exclusivement pour les personnes qui ont été incarcérées. Voilà. Et l'insertion, c'est pour toute personne éloignée de l'emploi. Exactement. Ok. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Benjamin et Change Please. Ils ont recruté une personne qui sortait de notre première formation pilote à la Maison d'arrêt des femmes en 2019, qui est actuellement toujours en poste en tant que barista et qui tient un bar à elle seule, si je ne m'abuse. Exactement, elle tient un stand café toute seule sur un de nos espaces café et du coup elle vient du programme de l'Université du Café initialement. Voilà, et ça a été très très beau ce retour, parce que cette personne est sortie de détention, on l'a accompagnée dans un premier emploi, et puis après il y a eu un peu les cycles de la vie, des petits retours en prison, et puis finalement, 1 an plus tard, 1 an et demi, je pense que ça faisait 1 an et demi que j'avais plus de nouvelles, elle est revenue nous voir, elle nous a sollicité, elle a dit ma passion c'est le café, Juliette, aide-moi à retrouver un boulot. Et à ce moment-là, j'ai contacté Ben. Et voilà, il se trouvait qu'il y avait une ouverture. Et donc ça, c'est les belles histoires qui donnent envie de continuer, où il y a une graine qui est semée à un moment donné. C'est aussi le propre de travailler dans le social, d'accompagner des personnes. On est sur des parcours qui ne sont pas linéaires, qui sont cycliques, comme toute personne. On a nos hauts, nos bas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une relation de confiance et de dire que vous pouvez venir nous voir quand vous voulez, quand vous êtes prêts, on sera là pour vous accompagner et pour faire le bout de chemin qu'on doit faire ensemble et puis essayer de vous aider aux endroits où vous avez besoin d'aide. J'imagine que ça ne doit pas être si simple que ça, de mettre en place un projet au sein des prisons. Parmi les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'association, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi en tant que porteuse de projet de l'Université du Café? Alors, par où commencer? Travailler en prison, ça veut dire beaucoup de contraintes sécuritaires. Donc, une des missions de la prison, c'est de garder des personnes enfermées. Voilà, ce qui peut paraître un peu absurde quand on y pense. Donc, ce qui fait qu'il y a toute une réflexion sur la sécurité. Nous, on a dû faire des travaux. La maison d'arrêt nous avait réservé un espace pour installer notre atelier de torréfaction, notre laboratoire barista. Et c'était une espèce de dépôt, un hangar, où il y avait des vieilles photocopieuses qui étaient stockées là. Il n'y avait rien. Il fallait mettre toutes les arrivées d'eau, les arrivées électriques et les tirer du fil du câble sur 250 mètres. Et pareil, passer toutes les sécurités aussi pour pouvoir tirer tous ces câbles. Donc la mise en place vraiment opérationnelle, technique, l'aménagement a été assez complexe. On a aussi dû faire des trous dans les murs d'une prison et quand on dit on va percer vos murs, en général on vous regarde avec des yeux ronds comme ça. Ouh. Et donc pareil pour les échappements aussi, les évacuations de fumée, il y a des miradors et donc il y avait aussi une question sur la fumée, est-ce que ça va obstruer la visibilité du mirador, toutes ces choses-là qu'il faut considérer et il faut essayer de travailler avec l'administration pénitentiaire de concert pour trouver des solutions. Mais il y avait quand même une volonté de mettre en place ce projet. Donc on avançait petit à petit, obstacle par obstacle, on le surmontait. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on est donc une structure d'insertion. C'est un montage juridique et économique qui est particulier et qui est assez nouveau en prison, qui se développe depuis quelques années. Mais c'est le premier à Fleury-Mérogis et le deuxième en Île-de-France. Quand on a commencé, des structures comme nous, il n'en existait que 7 dans toute la France, dom-tom compris. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de précédent. Donc, on est un peu des espèces d'aliens qui arrivons comme ça. Et on dit on est une formation, une structure hybride entre la formation et l'activité professionnelle. Et donc, il y avait un petit peu de flou artistique sur comment nous positionner dans la prison. Sur les arrivées aussi, vraiment tout ce qui est logistique, comment est-ce qu'on fait pour faire les livraisons, tout ce genre de choses qu'on a dû travailler vraiment, c'était du travail en dentelle avec l'administration pénitentiaire pour pouvoir mettre le projet en place. Et petit à petit, on y arrive.
Et quand le projet s'est enfin concrétisé, je m'adresse à toi, Cédric, comment est-ce qu'on t'a annoncé que tu allais pouvoir bénéficier de ce programme pendant ta détention? Alors, ça arrivait complètement par hasard, parce que je suis arrivé à Fleury-Mérogis, je n'avais aucune aide extérieure. Donc, je suis arrivé seul et je suis reparti seul. Et j'ai demandé à travailler le plus rapidement possible en tant qu'auxiliaire. Et on m'a proposé une formation et je ne savais pas du tout que c'était une formation barista au tout début. Et je l'ai découvert en fait en rencontrant Yvan et donc Juliette lors d'un entretien. Et ça m'a botté. Je me suis dit bah, pourquoi pas. Du coup, on t'a proposé, donc tu avais le choix évidemment d'accepter ou de refuser. De refuser. D'accord. Est-ce qu'il y avait un bénéfice au-delà d'apprendre ce métier? Est-ce qu'il y avait un bénéfice, un autre bénéfice pour toi? Oui, il y avait un bénéfice, c'était de pouvoir sortir de la cellule pendant un nombre d'heures incalculable. Sinon, c'était 22 heures sur 24 dans la cellule. Et en fin de compte, grâce à cette formation, ça me permettait d'avoir une hygiène de vie. Donc de me réveiller à 6h30 le matin, de partir ensuite en formation, d'être amené jusqu'à l'atelier, de pouvoir rencontrer plusieurs personnes qui sont des intervenants. Et puis il y avait cette petite chose qui change l'ordinaire de la vie carcérale. Et ça nous permettait donc de rentrer à 14h. Et donc voilà, on avait une hygiène de vie, on rencontrait plein de personnes vachement intéressantes. On a eu aussi des nouveaux co, en quelque sorte. C'est comme ça ce qu'on dit entre nous, co-détenus. Et ça fait plein de rencontres. Et il y avait des personnes, je suis sûr qu'on ne serait jamais parlé dans la promenade. Alors que lors de cette formation, ça nous a permis d'avoir des liens. Et ces liens se sont formés au fur et à mesure. Et si je comprends bien, il y a vraiment une dimension sociale au-delà de l'apprentissage d'un métier. Peut-être, Benjamin, tu peux nous en dire, je rebondis sur l'hygiène de vie dont tu parles. En fait, le rôle du travail par le café, ou enfin, le rôle du travail dans l'insertion, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport aux personnes que tu accompagnes qui ne sont pas forcément détenues? Comment ça les valorise de retrouver en fait un emploi tout simplement? En fait, je pense que l'insertion donc, par le travail, c'est-à-dire l'insertion par l'activité économique, c'est selon moi le moyen le plus pérenne pour permettre à des personnes de sortir de situations précaires. Parce qu'en fait, un peu dans la société, ce qui nous caractérise tous aujourd'hui, c'est que tout le monde a un travail. Et du coup, ça permet à ces personnes de redevenir un peu comme monsieur tout le monde, comme je disais tout à l'heure, de plus se sentir exclus et différents. Et en effet, du coup, à travers ça, elles retrouvent une hygiène de vie parce qu'elles reprennent l'habitude de se lever, reprennent l'habitude d'avoir des horaires. Je pense que c'est vraiment parce que du coup, pour des gens qui sont dans des situations précaires, si par exemple on leur fournit simplement une aide, que ce soit une aide alimentaire ou même une aide financière, s'il n'y a pas, ça permet aussi d'engager la personne en fait. C'est-à-dire que nous on s'engage et la personne s'engage aussi avec nous, donc il y a un engagement mutuel et qui stimule la personne. Et en fait, du coup, dès que les personnes aussi progressent dans ce métier-là, dès qu'elles découvrent de nouvelles compétences, qu'elles rencontrent des personnes, qu'elles commencent nous sur nos stands, elles commencent à devenir habituées avec des clients, donc ils commencent à avoir des échanges, de rencontrer des nouvelles personnes et voilà, de retrouver un cadre en fait plus traditionnel. Tu parles d'engagement. Juliette, je m'adresse à toi pour savoir, est-ce que votre engagement auprès des opérateurs s'arrête au moment de la sortie de prison ou est-ce que ça va au-delà? Alors l'idée, c'est de pouvoir les accompagner au-delà de la prison. Le temps en détention, l'objectif, c'est de rendre ce temps le plus utile possible. Je pense que Cédric, tu as mieux que quiconque bien décrit le programme. Donc, de permettre à les personnes de sortir de leur cellule, parce qu'en maison d'arrêt, on est 22 heures sur 24 dans ces cellules si on ne travaille pas ou on n'est pas en formation. Et pour les chiffres, il y a seulement 28% des personnes incarcérées qui ont accès à un travail ou à une formation.
Donc c'est essayer de rendre ce temps un peu 28%. constructif. 28%. Moins ouais. d'un tiers des Ouais. personnes détenues ont accès à une formation ou un emploi, c'est ça? Voilà. Et donc le reste sont dans leur cellule, entre 4 murs. 22 heures par jour. Voilà. Ouais, Ils sortent en promenade 2 heures et certains ne sortent pas en promenade non plus. Donc voilà, 24 heures sur 24. Et donc l'idée c'est de pouvoir proposer cet espace-là où ce que aussi Benjamin disait sur le fait d'être engagé, nous on souhaite que l'atelier de l'Université du Café soit l'atelier des opérateurs. C'est leur espace, c'est eux qui le gèrent, ils arrivent et ils le gèrent incroyablement bien. C'est eux qui font le ménage, ils préparent le café, il y a tout le rituel d'arrivée, préparer le premier café du matin. Nettoyer l'espace, ensuite allumer les machines, les faire chauffer, regarder ce qu'il faut faire, faire la réunion d'équipe. Et donc tout ça, ça fait partie de la préparation à la sortie, de ce temps en détention, mais ensuite préparer la sortie. Et puis après, une fois qu'ils sont sortis, nous, on est là pour les accompagner là où ils ont besoin. Donc l'idée, c'est de préparer un maximum. On travaille aussi sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. On prépare des CV, des lettres de motivation parfois. Et puis, on a parfois la chance d'avoir des chefs d'entreprise ou des recruteurs qui viennent en détention pour faire des entretiens. Et puis, dans l'idéal, d'avoir des promesses d'embauche ou des promesses de recrutement dès la détention pour créer ce fil rouge aussi, parce qu'il y a un choc brutal entre l'incarcération et la sortie de détention. Il y a comme un espèce de temps qui est en stand-by durant le temps en détention, et après on sort et il y a tout qui nous retombe dessus. Et on essaye d'atténuer, en tout cas de participer à l'accompagnement de cette sortie-là. On sait que ça reste toujours brutal quoi qu'il arrive. Et donc en la préparant et puis en proposant aussi un lieu d'accueil, en tout cas on se donne rendez-vous à la sortie, propose un entretien de suivi à la sortie, et puis c'est tout à fait volontaire. Donc chaque personne est libre une fois sortie d'honorer ce rendez-vous ou pas, ou alors de le décaler. Et puis après on travaille comme ça. Voilà, c'est vraiment de l'accompagnement individuel en fonction des besoins de chacun. Et nous, on travaille avec nos partenaires entreprises, formation, pour les personnes qui veulent travailler, barista, torréfacteur. On essaye de mettre en lien le plus possible. Je me permets d'ajouter un point qui revient un peu sur ce qui s'est dit là, les 5 dernières minutes, mais c'est ce côté du coup, le travail et le café. En fait, ce qui est extraordinaire à travers le fait qu'on forme ces personnes au métier du café, c'est que ça leur donne... Il y a une vraie pénurie et c'est un métier qui est de plus en plus en voie de développement. Et du coup, en fait, ça leur donne une vraie plus-value sur le marché du travail. Et voilà, c'est pas juste, OK, tu as retrouvé un travail, mais en fait, tu as gagné en valeur sur le marché du travail. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir retrouver un emploi derrière. Tu me disais quand on préparait la table ronde que ça fait partie de vos ambitions d'être vu comme une référence en termes de personnes formées dans le café. Hein, c'est bien ça, que les professionnels puissent... je te laisse... Oui, exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, on sait qu'il y a des pénuries de recrutement de baristas. Enfin, pénurie, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire que les recrutements de baristas passent par des petits groupes cachés sur Facebook. Et nous, on a pour ambition chez Change Please de pouvoir en fait être un vrai vivier de recrutement pour toutes les entreprises qui cherchent à recruter des baristas et qui auraient des problématiques, de pouvoir se dire, on sait qu'il y a une source de baristas potentiels qui ont été bien formés, qui ont une expérience déjà valorisante sur un stand, qui ont retrouvé l'habitude de faire du service client et de la relation client, et du coup qu'on puisse avoir un réseau de partenaires coffee shop et de manière générale restauration collective et de métier du service, mais avec cette idée de vraiment pouvoir se dire si les gens ont besoin de recruter quelqu'un, qu'ils peuvent nous contacter parce qu'on aura quelqu'un à leur orienter. Aujourd'hui, Change Please, donc en France, c'est depuis 2021, donc c'est assez récent. Mais malgré tout, en un an, qu'est-ce que vous avez déjà accompli, réalisé? Vous en êtes où? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a été transmis depuis l'Angleterre en France. L'activité commerciale a été lancée avant la partie insertion. Donc, il y a eu une partie du temps qui a été de stabiliser l'activité commerciale, donc nos postes baristas dans les entreprises. Et depuis que je suis arrivé, du coup, de se concentrer un peu plus sur la partie insertion. Donc, on a recruté
cette personne qui nous a été orientée par Juliette, qui a été notre première personne en insertion. Quand tu dis recruter, c'est des contrats de travail que vous leur proposez? Exactement, oui, elle est en CDD chez nous, et en fait son CDD s'est terminé vendredi, et on la renouvelle pour au moins 4 mois supplémentaires, avec l'objectif de soit pouvoir l'embaucher derrière en interne, enfin vraiment en CDI, ou bien de l'orienter vers un partenaire. Et en fait, là, on recrute dans 2 semaines 4 nouveaux baristas en insertion. Donc on a déjà commencé la session de recrutement, on a eu 11 candidats, et on est en train de finaliser les recrutements pour pouvoir accélérer encore plus sur l'insertion. Et en fait, plus on aura de nouveaux postes baristas, à travers du coup des entreprises et sur du plus long terme nos propres coffee shops, plus on pourra recruter de nouveaux baristas en insertion. Et l'idée, c'est que ça puisse être un cycle on recrute des gens, ils restent 6 mois chez nous, et ensuite de les orienter vers d'autres partenaires pour pouvoir recruter de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Super. Et toi, Juliette, en termes d'accomplissement depuis le début du projet, vous en êtes où? Alors, on a donc formé 4 femmes à la Maison d'arrêt des femmes en août 2019. C'était format projet pilote. Ensuite, on a fait une autre tentative de formation en octobre 2020 qui a dû être écourtée à cause du Covid. Et sous le format atelier chantier d'insertion, donc avec la formation barista et l'activité de production torréfaction. Eh bien, donc Cédric fait partie de la première promotion qui a débuté en novembre 2021. 3 personnes ont participé au parcours et sont restées avec nous jusqu'au bout, jusqu'à leur libération. Et on a relancé un parcours en mai 2022 avec 5 personnes. Et là, on va relancer un autre parcours en octobre, avec 5 ou 6 personnes. Donc on est en phase de recrutement de la nouvelle promotion, donc on arrive à notre 3e promotion. L'idée, c'est de continuer comme ça, tous les 4 mois, de relancer des promotions. Tu parles de parcours. Le parcours de formation, il est composé de quoi? Quel type de cours sont proposés? Alors, on est sur des parcours de minimum 4 mois, où il y a une formation au métier de barista qui est plus largement une immersion dans les métiers du café qui dure donc 1 mois, et avec une certification SCA, il passe le niveau 1 et 2 à l'issue de ces 4 semaines. Ensuite, il y a voilà, toutes les méthodes d'extraction, le latte art, l'entretien, nettoyage des machines. Il y a une certification HACCP aux normes d'hygiène de sécurité alimentaire, donc ce qui fait qu'ensuite ils sont habilités à devenir managers ou gérants de restaurants, de commerce de bouche. Et ensuite, ils enchaînent sur la torréfaction, où ils passent 1 mois environ en formation de torréfaction, et puis après ils deviennent de plus en plus autonomes pour pouvoir faire fonctionner les machines eux-mêmes, créer leurs recettes, faire la gestion des stocks. Et durant tout ce parcours-là, en filigrane, il y a un suivi socio-professionnel avec des entretiens individuels, d'étapes, et un accompagnement aussi, un travail en lien avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion de probation, la détention, sur le parcours d'exécution de peine. Pour préparer justement ces sorties qui peuvent arriver sous format d'aménagement de peine. Et on essaye de faire venir un maximum d'intervenants professionnels du secteur pour qu'ils aient aussi un peu un éventail large sur tous les métiers qui existent dans le secteur du café. On a fait venir Belco, qui est notre partenaire importateur. Il y a des coffee shops comme Lomi qui sont venus, Esperanza. Donc on essaye vraiment de faire venir des gens. Et là, on va débuter en septembre une formation à l'entrepreneuriat dans le café avec Marie-Hélène. On est super content de commencer ça. On essaye de donner le plus de billes possible. Donc il y a des formations comme ça qui viennent se rajouter au fil de l'eau de nos formations principales qui sont barista et torréfacteur. Et donc avis à toute personne qui a envie de faire des formations avec nous. Voilà. De ton côté, Benjamin, les modalités de formation sont proches de ce qu'a décrit Juliette? Alors ça se ressemble. Déjà, la première partie, c'est vraiment l'accompagnement personnel. C'est de la même manière. Toutes les personnes sont suivies avec des entretiens réguliers pour être sûr qu'on puisse justement les accompagner et leur permettre de lever leurs freins socio-professionnels. Et à côté de ça, du coup, on fait également une formation barista. Pas forcément certifié SCA, c'est-à-dire qu'on laisse l'option aux bénéficiaires de passer la certification s'ils le souhaitent
par la suite, mais ce n'est pas forcément une contrainte. On leur propose également une formation HACCP, donc au service d'hygiène. On leur propose une formation, donc comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, convivialité. On travaille avec le Social Bar, qui est un bar dans Paris qui a pour but de vraiment permettre aux gens de pouvoir se rencontrer. Et donc c'est vraiment une formation au service client, à la relation client. Et en fait, ensuite, c'est une formation par l'apprentissage et par la pratique sur les stands avec nos baristas professionnels. Donc c'est un apprentissage terrain, un peu plus. Quel serait aujourd'hui pour l'Université du Café, de quoi vous auriez besoin de la part de la filière, des professionnels peut-être ici présents? De plein de choses. Tout d'abord, je dirais de recruteurs qui auraient envie de s'engager à nos côtés pour recruter des personnes qui sortent de nos parcours. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est important dans le processus de retour à la société non carcérale, le travail. Et donc d'entreprises qui ont besoin de baristas, de torréfacteurs qui sont formés, professionnels. Ça, c'est un premier besoin. Un second, ce serait de clients café, qu'on commence à torréfier notre café, le café fleuri. Là, on lance notre production petit à petit. Nos machines sont quasiment toutes installées. Nos recettes, on voit d'être toutes prêtes. Donc, de clients qui auraient envie d'acheter notre café, plutôt B2B pour le moment. On n'est pas encore au point sur le B2C, mais voilà, des entreprises, des bureaux, des restaurants. Voilà. De ton côté, Benjamin, est-ce que tu as des besoins spécifiques qui peuvent aider le succès de ton projet? Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Juliette vient de dire, parce que c'est la même chose. On a besoin de faire des partenariats pour pouvoir orienter les gens vers ce qu'on appelle les sorties positives, donc c'est vers un emploi stable après nous. Et également de clients, pour pouvoir, plus on a de clients, plus on développe l'entreprise. Et du coup, plus on peut aussi recruter des baristas en insertion. Donc il n'y a pas grand-chose de plus en réalité. De ton côté, Cédric, où en es-tu aujourd'hui de ton parcours? Alors, de mon parcours, je suis sorti il n'y a pas très longtemps de mon incarcération. J'ai pris un petit peu de temps pour me retrouver. Je suis reparti dans mon plat pays là-bas en Belgique. Et maintenant, je suis donc ici avec vous, je partage ce moment. Et j'ai l'intention tout simplement de percer dans ce métier. Alors du côté torréfacteur, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est de pouvoir tout simplement avoir le produit pur et le modifier de moi-même. Parce que sans le torréfacteur, le barista n'aura jamais une bonne tasse de café. Et je sais qu'il y en a plusieurs, là, quelques-uns qui aiment ça. Et je leur souhaite justement de pouvoir engendrer toutes les connaissances et d'y percer. Moi de mon côté, donc là, aujourd'hui, je suis parmi vous. Je me promène depuis ce matin comme un inconnu, alors que je suis barista skill, intermédiaire, maître torréfacteur, grâce à Yvan. J'ai des compétences. Beaucoup de personnes me prennent pour un simple touriste. Et j'ai beaucoup plus de connaissances que eux, tout simplement, excusez-moi. Et en incognito. Et voilà. Et moi, tout ce que je voudrais, c'est me mettre à mon compte et y aller. Et juste rester à ma toute petite place. Donc passer par grain de sel, tout ce qui est grosse entreprise comme Belco, je vais les mettre de côté. Tu vas plutôt partir sur sur des micro-lots. Un parcours artisanal. Ouais, voilà, sur des micro-lots. Et vraiment aussi avoir un contact direct avec les fermiers. Donc, et peut-être ça va me permettre de voyager dans certains pays que je n'ai jamais encore mis les pieds. D'accord. Tout simplement. Et continuer à découvrir tout un tas de monde. Donc vraiment, ce programme t'a mis sur un chemin vraiment constructif et valorisant. Oui, en fait, mon incarcération, je l'ai optimisée
grâce à cette formation qui m'a été proposée. J'en suis ressorti enrichi. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, je me dis que grâce à ça, je peux recommencer une nouvelle vie. Et donc, mon incarcération n'aura pas servi à rien. Ouais, tout à fait. Ça me rappelle une chose très jolie que tu m'as dit, Juliette, quand on préparait. Tu me parlais de compétences mises au service d'activités illicites que l'on peut transposer à d'autres secteurs. Est-ce que tu l'as dit bien plus joliment que ça? Si tu veux en redire quelques mots. Oui, ce que je disais tout à l'heure sur les formations ou les certifications, les diplômes. Donc 60% de la population carcérale n'a pas de diplôme. Ils n'ont pas de diplôme reconnu d'État, mais ils ont plein de compétences. Et parfois des compétences qui ont été mises au service d'activités illégales, mais qui demandent beaucoup d'agilité, de rigueur d'esprit, de gestion de risque, de compétences en comptabilité, parfois en gestion de personnel. Et que l'idée, c'est de pouvoir utiliser toutes ces compétences-là. Et parfois, ils n'en ont pas toujours conscience qu'ils ont plein de compétences qui peuvent être mises au service d'une autre activité qui soit légale, idéalement. Et qui puisse leur permettre de dormir sur leurs deux oreilles le soir. Oui, c'est vrai que passer de la cocaïne à la caféine, il y a quand même un grand pas. Okay. C'est produit au même endroit. Pardon? C'est produit au même endroit, c'est ça que tu as dit. Oui, okay. En fait, ça vient des mêmes pays, donc c'est au niveau de l'équateur. Est-ce que Benjamin, tu veux rajouter quelque chose pour terminer avant de peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions? Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces démarches, c'est de faire tomber les préjugés aussi, c'est-à-dire que c'est des personnes qui... certes, ont eu, comme l'a dit Juliette, des parcours cabossés, mais qui en fait sont des personnes comme nous autres, et c'est pas parce qu'on s'est retrouvé à la rue pour X ou Y raison qu'on ne pourra jamais retravailler derrière. Et à travers ces projets-là, c'est vraiment de faire tomber les préjugés sur ces personnes et de pouvoir se dire elles peuvent travailler, elles peuvent retrouver une place dans la société, elles ont été mises de côté à un moment, et nous on est là pour leur tendre la main et pour pouvoir leur dire voilà, reviens dans la société et en fait t'as ta place comme tout le monde en fait. Super, merci beaucoup. Est-ce que peut-être quelqu'un a une question pour les invités? Ou est-ce que tout est clair et limpide? Bon, très bien. Oui, Marie. Moi, j'avais une question sur en fait les attentes en sortant, parce qu'on comprend que le travail est important, mais par exemple en Île-de-France, qui est quand même un souci, c'est le logement. Et du coup, est-ce que vous, dans le programme, vous avez des liens avec pour trouver, ou est-ce que vous faites un lien? Parce que pour avoir géré un coffee shop et recruter du personnel, moi, mon premier souci, c'est que les gens qui devaient venir travailler chez moi, ils devaient habiter pas trop loin, parce que c'est un travail quand même qui est très fatigant. Et du coup, souvent, ils habitaient à 1h30 de Paris, ils devaient prendre 3 bus, 2 RER, 4 trains. Et du coup, c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Et je sais que autant en province, c'est un peu plus facile, quoique, mais à Paris, le coût du logement, c'est quand même un problème. Oui, tu mets le doigt sur un enjeu. Dans le milieu de l'insertion, ça fait partie de l'accompagnement social. Donc nous, on essaie de mobiliser des associations pour accompagner sur ces problématiques-là. Il n'y a pas de baguette magique. En région parisienne, c'est saturé. Mais on essaye quand même de travailler sur ça en amont, de travailler aussi en lien avec le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion de probation, s'ils peuvent, d'engager des démarches pour des logements sociaux, ce genre de choses-là. Mais effectivement, c'est assez compliqué. Ouais, en fin de compte, c'est très compliqué parce que moi, je viens de province, donc du 89, du côté de Sens. Depuis ma sortie, j'ai fait une étude de marché pour torréfaction.
Il y a une seule torréfactrice qui est sur Sens et déjà elle-même, elle a beaucoup de mal. Donc, par exemple, moi, pour me parfaire dans ce métier, je suis obligé justement de venir sur Paris ou dans des grosses villes. Et c'est là le problème justement. Donc, c'est qu'il faut que je quitte ma province et arriver pour travailler donc sur l'Île-de-France ou sur Marseille ou un petit peu partout où est-ce qu'on m'a déjà proposé. C'est le problème derrière, c'est le logement. Donc, en fin de compte, il y a quand même l'incarcération, enfin il y a quand même le système pénitentiaire. Ils font cette formation-là, ils se sont lancés là-dedans. Et il ferait bien aussi d'y aller un petit peu plus loin derrière. Surtout parce qu'on parle de réinsertion. La réinsertion, c'est un mot, je ne pense pas qu'ils le connaissent réellement. Parce que se réinsérer dans la vie au dehors que carcérale, ce n'est pas facile. Donc on sort avec des compétences donc de Fleury-Mérogis, avec des diplômes. Et derrière, si on habite en province, j'en connais qui habitent sur Montargis, j'en connais qui habitent sur Sens. Et c'est très compliqué derrière. On comprend, ouais, comme le disait Juliette, oui, c'est un vrai enjeu, l'accompagnement après. Tout à fait. Benjamin, tu... Et je voulais rebondir sur deux petits points. La première chose, en fait, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est que les personnes qui sortent justement, enfin, elles ont une telle motivation pour travailler qu'elles seraient prêtes à faire 1h15 de transport matin et soir pour aller travailler. Donc, c'est pas une solution en soi, mais déjà, ça prouve vraiment la détermination que ces personnes peuvent avoir à retrouver cette place dans la société. Et ensuite, l'avantage, entre guillemets, c'est-à-dire que si les personnes sont hébergées, par exemple, dans des centres d'hébergement, en fait, le fait de trouver un travail, donc c'est un serpent qui se mord la queue, mais le fait de trouver un travail va leur permettre de trouver un logement social plus facilement. Donc, une fois qu'elles sont employées, au bout de 3 fiches de paye, elles peuvent généralement rentrer dans des foyers, par exemple, ou accélérer en tout cas la demande de logement social. Donc, nous, on travaille main dans la main avec des associations, avec des travailleurs sociaux, pour essayer justement de faire accélérer ces démarches. Mais c'est vrai que le marché, c'est pas un marché, mais les logements sociaux en Île-de-France sont complètement saturés et en moyenne, c'est 9 ans pour avoir un logement social. Ce que tu dis, c'est que trouver un travail, ça va vraiment enclencher un cercle vertueux qui va aider à trouver un emploi. Exactement. Okay. Oui, par contre, moi, par exemple, quand je suis sorti de Fleury-Mérogis, on m'a proposé donc d'être dans un foyer. C'est un foyer d'immigration. Je suis donc, comme je vous l'ai dit, provincial. J'aime la nature, tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que je préfère le côté torréfacteur. Mais c'est impossible pour moi, pendant 3 mois, par exemple, d'être en pleine foule ou je ne sais trop quoi. Donc il faut vraiment qu'ils fassent une démarche un peu plus profonde. Parce qu'ils font une très belle formation, mais il faut qu'ils aillent un tout petit peu plus loin. Donc la directrice régionale d'incarcération pourrait peut-être pousser un peu les choses, parce que c'est pas de tout en bas qu'on va changer les choses, c'est d'en haut. Ouais, comme tu nous l'as dit, vous y travaillez. C'est vrai que c'est une question de moyens, de ressources, j'imagine. Oui, c'est une question qui est assez qui nous dépasse un peu. En fait, la question du logement en Île-de-France, je pense que ça touche beaucoup de personnes. Et voilà, que ce soit des personnes. Enfin, c'est extrêmement dur de se loger à Paris et en région francilienne. Mais effectivement, il y a du travail à faire sur ça. Et comme disait Benjamin, on travaille avec des associations qui elles aussi luttent contre la précarité du logement. Et on essaye d'accompagner, c'est du cas par cas. On arrive au bout de notre chrono. Sauf s'il y a une dernière question dans le public. Je ne crois pas. Oui, un encouragement dans le fond de la salle. Je vous remercie tous les 3 pour votre partage d'expérience et pour votre témoignage. Merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de salon et on se retrouve dès demain, du coup. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Merci.